le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mercredi 24 mars 2021, troisième sortie de la page internationale au grand journal du 14h. Ealichi Dorelas depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Bonsoir Joannelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Tout de suite, voici les infos. Direction le Brésil, Covid-19 au Brésil, Jair Bolsonaro change de ton. Le président promet 500 millions de doses de vaccins d'ici la fin de l'année. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis en chiffres absolus. Voici un reportage signé Euronews. Le bruit des casseroles en réponse au discours de Jair Bolsonaro. Dans de nombreuses villes du Brésil, c'est ainsi qu'a été accueillie l'allocution d'un président dont la cote de popularité a chuté à 30%. Le pays a passé la barre des 3000 décès quotidiens et en est à près de 300 000 morts depuis le début de la pandémie. Jair Bolsonaro, covido-sceptique notoire, a fini par se montrer un peu plus concerné. Il promet l'autosuffisance en termes de vaccins et une accélération de la campagne d'immunisation. D'ici la fin de l'année, nous aurons reçu plus de 500 millions de doses pour vacciner toute la population, assure-t-il ici. Très bientôt, nous retrouverons une vie normale. Nous sommes en train de faire et nous ferons de 2021 l'année de la vaccination pour les Brésiliens. Nous luttons inlassablement contre le coronavirus. Jusque-là, le président condamnait les mesures de confinement partiel décidées par les gouverneurs ou les maires au nom du maintien des emplois et de l'activité économique. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde, après les États-Unis, en chiffres absolus. En Birmanie, l'audience d'Aung San Suu Kyi, reportée au 1er avril, selon son avocat. L'armée birmane resserre son étau judiciaire sur Aung San Suu Kyi, mise au secret depuis son arrestation. Mais l'audience en vidéoconférence de l'ex-dirigeante qui devait comparaître mercredi devant un tribunal de Naypyidaw a été reportée faute de connexion Internet. Voici un reportage signé France 24. À bord de chacun de ces bus, des dizaines de prisonniers politiques quittent la prison d'Insein, à Rangoon. En tout, la junte militaire affirme avoir libéré 600 personnes. Parmi elles, un photographe de l'agence de presse américaine, AP. Merci à tous ceux qui se sont battus pour ma libération. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a encore des gens à l'intérieur. Et j'espère qu'ils pourront sortir le plus vite possible. Les militaires détiennent encore des centaines d'opposants, arrêtés depuis le coup d'État le 1er février. Et parmi eux, l'ancienne dirigeante du pays. Aung San Suu Kyi, accusée de corruption et de troubles à l'ordre public, devait comparaître ce mercredi devant la justice. Mais son audience a été reportée au 1er avril. Dans les grandes villes du pays, les rues sont presque désertes et les magasins fermés. La population observe une grève silencieuse pour protester contre la junte. Je ne sors pas et je fais en sorte de ne pas perturber la grève silencieuse. Les gens font preuve de beaucoup de courage et leur action aura un impact sur le conseil militaire. La répression fait de plus en plus de victimes parmi les civils qui ne participent pas aux manifestations. À Mandalay, l'un des foyers de la contestation, les violences ont fait 21 morts depuis dimanche, dont une petite fille de 7 ans, tuée dans sa propre maison. Allons en Israël, Benjamin Netanyahu revendique une immense victoire législative. En Israël, le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu est en tête des élections législatives. Sur les premières projections, le Premier ministre a salué une immense victoire de la droite. D'après les sondages, le Likoud n'obtiendrait pas la majorité au Parlement. Voici un reportage de confrères de la RTI. Une immense victoire de la droite. C'est ce que revendique Benjamin Netanyahou aux élections législatives. Le Likoud, son parti, aurait récolté de 31 à 33 des sièges sur 120 selon les premières estimations, ce dont se félicite le Premier ministre. Ce soir, c'est un accomplissement incroyable. Nous avons fait du Likoud le plus grand parti d'Israël avec une marche confortable.
L'État a besoin d'un gouvernement stable, pas d'un gouvernement de briques et de brocs fondé sur des disqualifications personnelles et sur des ambitions. Un gouvernement stable pour l'État israélien, c'est ce que la période exige. C'est ce que les défis qui se présentent à nous exigent. Nous ne devons en aucun cas entraîner Israël vers de nouvelles élections, vers des 5e législatives. Nous devons former un gouvernement stable dès à présent. Mais les résultats examinés au cours de la nuit placent le bloc de Netanyahou et celui de son rival centriste Yair Lapid au coude à coude. Les deux hommes obtiendraient une 50aine de sièges chacun. La partie n'est donc pas complètement gagnée pour le Premier ministre, qui doit rassembler suffisamment de soutien pour obtenir la majorité et former un gouvernement. Il pourrait compter sur des alliances religieuses, mais aussi sur la droite radicale et le parti de Naftali Bennett, qui laisse planer le doute sur une éventuelle coalition avec l'actuel Premier ministre. Peu importe le gouvernement qui sera formé, je suis déterminé à faire progresser les valeurs de la droite. Mais un vrai droitiste qui n'est pas dans la confrontation, mais dans l'union. Je n'agirai qu'en fonction d'un seul principe directeur, ce qui est bon pour Israël et pour l'ensemble de ses citoyens. Symbole de l'opposition, Yair Lapid, qui a mené une campagne anti-Netanyahou, continue de faire front dans cette élection, espérant chasser le Premier ministre du pouvoir. Je pense que nous avons une bonne raison d'être fiers de la façon dont nous nous sommes investis et des résultats que nous avons obtenus. Pour le moment, Netanyahou ne dispose pas de 61 sièges, mais le bloc du changement, lui, les a. Une position que tient également la liste unifiée, qui regroupe le parti d'extrême gauche et 3 formations arabes, et qui dénonce un programme raciste et extrémiste capitaliste de la droite. En 2 ans, Israël a connu 4 élections et la lassitude électorale se fait ressentir, avec un taux de participation de quelque 67%. La Commission a prévu de publier les résultats officiels ce vendredi avant la Pâque juive. Au Congo, Denis Sassou Nguesso, affecté par la disparition de Koulilas. Après sa victoire à l'élection présidentielle, Denis Sassou Nguesso a une pensée pour son rival, Guy Brice Koulilas, décédé le jour du scrutin. Voici un reportage signé Africa News. C'est dans son QG de campagne à Brazzaville que le président congolais a célébré sa victoire obtenue grâce à un score de 88,57% à la présidentielle du dimanche dernier. C'est un sentiment d'honneur parce que le peuple vient de m'honorer. Je remercie le peuple et naturellement je réalise la responsabilité qui est la mienne, mais au fond, c'est notre responsabilité à tous. Alors qu'il ne s'était pas exprimé depuis la disparition de son rival Guy Brice Kolela, le président Denis Sassou Nguesso est sorti de son silence. Croyez-moi, au-delà des divergences politiques et peut-être même idéologiques, la perte de ce fils me bouleverse profondément. Mardi à Brazzaville, après la proclamation des résultats provisoires, les partisans du président réélu ont pris d'assaut les rues pour saluer sa victoire. Je suis venu lui apporter mon soutien et partager sa victoire, qui est un symbole de paix pour notre pays. Nous sommes heureux de voir la victoire de papa. Nous espérons maintenant qu'il va créer des emplois, qu'il va nous donner du travail. Denis Sassou Nguesso se voit donc réélu pour un 4e mandat de 5 ans, loin devant ses adversaires Guy Brice Kolela et Mathiazon. Pour clore cette page internationale, direction les États-Unis. États-Unis arment après la tuerie de Boulder. L'appel de Biden. Joe Biden en appelle au Congrès à agir pour sauver des vies
après la tuerie du centre commercial de Boulder qui a fait 10 morts, au moins dans le Colorado. Le tireur présumé a été inculpé de meurtre dans cet état déjà frappé par les drames de Columbine et Dora en 1999 et en 2012. Le débat sur les armes à feu est relancé. Voici un reportage signé TV5 Monde. Drapeau en berne à la Maison-Blanche. À peine sortis du deuil de la fusillade d'Atlanta, les Américains sont confrontés à celle de Boulder au Colorado. 18 morts en moins d'une semaine, Joe Biden en appelle aux législateurs au Congrès. Nous pouvons interdire les fusils d'assaut et les chargeurs de munitions de grande capacité. Légiférer sur les armes ne doit pas être une question partisane, poursuit le président démocrate. Une prise de position qui tranche avec son prédécesseur, Trump. Mais les républicains se montrent toujours réticents, quoi qu'ils en disent, à durcir la loi. Je suis ouvert à la discussion. Ce qui ne m'attire pas, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il existe des différences philosophiques profondes entre les républicains et les démocrates sur la manière de traiter la violence liée aux armes à feu. Le sénateur du Texas abonde, presque exaspéré. Ciblons les criminels, mettons-les en prison, empêchons-les de se procurer des armes. Ne faisons pas d'innocents citoyens respectueux de la loi des boucs émissaires. Ne nous attaquons pas à leurs droits constitutionnels. Pourtant, lors de cette réunion du comité judiciaire du Sénat prévue de longue date, d'autres républicains se disent prêts à travailler avec les démocrates, comme le sénateur Chuck Grassley de l'Iowa. Ne rien faire équivaut à être complice des tueurs, souligne le démocrate Richard Blumenthal du Connecticut. 29 fusillades en mars, insiste Dick Durbin, son collègue de l'Illinois. Les drames se succèdent. Cela fait des années que les militants anti-armes, souvent des familles de victimes, attendent des actes. La NRA, le puissant lobby des armes, comptait plus de 6 millions de membres en 2018. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce mercredi 24 mars 2021. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation télé Belltop. Bonne température sur Boston aujourd'hui, 57 degrés Fahrenheit, ça donne 14 degrés Celsius à Jacmel, 29 degrés Celsius, 84 degrés Fahrenheit. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, à demain. Le monde tourne. Direction la Birmanie.